Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein Lado, l'émission qui parle de nous, qui parle de nos adolescents, de nos rapports entre parents, enseignants et les enfants, les jeunes aussi. Et avec nous aujourd'hui, Margaret Claire Torini, qui est une Ola Khadasha, qui est venue il n'y a pas très longtemps. Margaret, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, alors le principe de l'émission va être un peu chamboulé aujourd'hui parce que la jeune fille qui est ici, qui s'appelle Elia Athias, qui a 20 ans, parle anglais, parle hébreu, mais elle ne parle pas français, donc ça sera un peu compliqué. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure que l'émission va avancer. Je lui poserai des questions en hébreu, je me traduirai immédiatement, elle répondra en anglais, elle sera traduite ici par Margaret, qui continuera à répondre aux questions professionnelles qu'on posera. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Donc, on reprend et vous allez voir, vous allez vous habituer au principe de l'émission, ainsi que le technicien qui est derrière et qui va devoir faire un gros effort aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qu'on veut. Alors, Margaret est une danseuse professionnelle, elle est formatrice, elle est coach, elle est chorégraphe, elle est performeuse. Qu'est-ce que ça veut dire performeuse d'ailleurs ? C'est-à-dire que je chorégraphie pour moi-même et je présente ça au public et je vends mes propres spectacles. Ah d'accord, vous faites tout en fait. Oui. En rapport avec le temps. Alors Margaret, vous êtes arrivée il y a combien de temps en Israël ? Il y a quelques mois, au mois de décembre. Et on m'a dit, j'ai vu dans une autre émission, vous avez déjà trouvé du boulot en Israël ? Oui, au bout de 2 mois, même pas. Ah ben, vous êtes un exemple pour tous les Olim Khadashim, pour tous les nouveaux immigrants. Oui, pour moi-même. Hein. Pour vous, vous Oui. n'y attendiez pas du tout ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, le but, c'était d'apprendre la langue d'abord. D'accord, on va poser une petite question à Elia qui est ici. Elia, shalom. Shalom, Elia, hi. bonjour. Je vais lui poser la première question qui va être la suivante et qui va être qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc. On va faire connaissance avec cette jeune fille. Elia, mato sabachaim, miad, bot tatsigi tatzmer. Hi, I'm Elia Athias. I'm 20 years old, and I'm currently studying at Jerusalem Dance Theater. I'm doing their pre-professional dance training program. I'm also completing a yoga's instructor course, and I'm a photographer. Ok, tada. Alors, vous voulez que je traduise Oui, ceci ? tout à fait. Allez. Alors, Elia a 20 ans. Elle étudie au Jerusalem Dance Theatre et elle étudie aussi bien dans la compagnie professionnelle que dans la compagnie religieuse, qui sont dirigées par 2 directeurs différents. Et elle est aussi en formation pré-professionnelle pour trouver donc du travail. À côté de ça, elle étudie le yoga pour devenir enseignante dans cette discipline. Et puis le reste, je ne sais plus, j'ai oublié. D'accord. Alors, elle n'a pas dit grand-chose d'autre. Vous avez très bien crois que traduit. c'est bon, hein. Non, vous avez très bien traduit. Alors, donc vous arrivez en Israël, vous avez un CV de 6 pages. Je vais raconter un peu aux gens qui sont là. Elle a à peu près tout fait, Margaret, dans la danse. Elle a rencontré à peu près tout le monde. Ça passe par le roi du Maroc. Elle a été juge de compétition, coach d'énormément de gens et de personnes. Quand on a ce niveau, Margaret, on n'a pas un peu peur de faire la alia et de perdre un peu les contacts qu'on avait et les gens qu'on connaissait ? Parce que finalement, vous êtes une personnalité connue dans le monde de la danse en France. Et puis là, vous arrivez en Israël et personne ne vous connaît. Depuis le début de ma carrière, je suis nomade et je ne suis pas juive pour rien de la diaspora. Donc, c'est une continuation qui est tout à fait normale, hein, pour moi en tout cas. Et par la danse, ça m'a permis justement de voyager, de réaliser mon rêve, de connaître des cultures différentes à travers mon métier, la danse, et de m'intégrer dans ces différentes cultures pour apprendre et en soustraire le maximum de parfums pour pouvoir ensuite, comme je le fais maintenant, tout donner, toutes mes connaissances, mon savoir-faire, mon savoir-être et mon savoir-avoir peut-être. Alors, vous arrivez en Israël, puis d'un coup vous trouvez du boulot, vous commencez à travailler. Il y a une différence entre les élèves français et les élèves israéliens ? Oui, mais bien sûr, au Japon aussi, c'est différent, on s'adapte. Alors quoi ? Quelles sont les différences ? Si on devait mettre le doigt un peu, même sur la mentalité, la façon d'apprendre, la façon de respecter peut-être le professeur, d'écouter, comment ça se Oui, tout à fait. Oh, il y a du tango dans l'air.
Attention, une petite musique, ça vient d'où? C'est mon téléphone. C'est votre téléphone, c'est pas grave, ça met une petite ambiance musicale mon qu'on tango. n'attendait pas. Mais c'est un joli tango, ça aurait Oui, pu être une sonnerie j'adore horrible. le tango, c'est une très belle discipline. Oh là là, vous permettez que je le... Ouais, je vous en prie, je vous en prie. J'avais fait ça tout à l'heure et là j'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Donc la question était... La question était des différences un peu de mentalité, dans la façon d'apprendre, dans la façon d'être en contact avec son professeur. Alors pour moi, ce qui est le plus complexe, c'est ici, c'est de faire très attention à la susceptibilité des personnes religieuses de Jérusalem. Et dans ce groupuscule de cette ville dite religieuse, dans tous les niveaux, que ce soit du christianisme, musulman, enfin vraiment il y a tout. Il y a des susceptibilités, Oh des là choses là. à comprendre, Oh sans là quoi là. on se fait manger. Pas manger, mais disons, c'est merveilleux de pouvoir déceler et de faire attention et de respecter cette différence-là. Parce que même en étant juif séfarade et pas religieux, je suis spirituelle. Ok. Et la spiritualité n'est pas forcément reconnue comme quelque chose de religieux, et quelque chose de religieux n'est pas forcément spirituel, mais devrait l'être. On est bien d'accord. Et puis la danse, c'est spirituel. En tout cas, la danse classique et la danse orientale aussi est très spirituelle, mais on ne veut pas le voir comme ça. Alors, on va y revenir tout de suite. Je vais poser une petite question à Elia. Je vais la poser d'abord en français. Niagid Betsarfatit Kodemkol, Vanetargem. Elia, quand une prof arrive de France ou d'un autre pays, c'est pas la même mentalité qu'un professeur israélien. Est-ce que c'est plus dur de s'adapter ou au contraire, est-ce que c'est excitant, est-ce que c'est amusant? כשיש מורה שבא מחוץ לארץ ופתאום מגיע, לא מדברת עברית כל כך, זה עוף מוזר כזה או זה גם כיף ללמוד ממישהו שעכשיו הגיע? Well, luckily she speaks English, and most Israeli girls understand English, so it's not that hard to understand her. Okay. But it's actually more than it's a little bit challenging, but it's just so. I mean, we feel like we're getting such a well-rounded. It's amazing to have a teacher from a different culture that speaks a different language. We feel like we're getting educated. It's not just the same old Israeli teachers all the time. Ok. Vous traduisez, allez, on enchaîne. Je vais vous poser une question sur elle un peu. Alors, ce qu'elle a en résumé, ce qu'elle a dit, que c'est excellent pour eux d'avoir quelqu'un qui vient vraiment de l'étranger, mais j'ajouterais que la danse classique vient de la France, du roi Louis XIV, entre autres, et que la danse est enseignée en français, et ça leur permet, grâce à moi, enfin ma venue, ma venue, de connaître à travers le nom des pas la réalité du verbe, de l'action en cours. Donc ils apprennent vraiment le français dans le corps, et ils le dansent en plus, c'est merveilleux pour eux. C'est merveilleux, mais vous-même, venez, on revient un peu en arrière dans votre carrière. Comment vous êtes arrivée à la danse et comment vous êtes tombée amoureuse un peu de tout ce domaine où effectivement on va lier le corps et l'âme un peu et de la spiritualité? C'était déjà, quand vous étiez très jeune, vous sentiez déjà ça? Oui, ma maman était championne de Tunisie, de course à pied du 400 et du 800 mètres. Déjà, donc, on a un point commun alors, je suis tunisien moi aussi. D'accord, donc ma famille, mon père et ma mère sont nés à Tunis et la mère de ma mère en Algérie. Elle était fille de rabbin, ce qui n'était pas n'importe qui et n'importe quoi. Et donc je pense que comme ça saute de deux générations en deux générations, ma grand-mère a une influence sur moi quand même importante par rapport justement à rechercher mes origines. Et je me suis trouvée à la fin de ma carrière, en rentrant en Suisse, à monter une entreprise, donc mon entreprise avec l'école et la compagnie. Et j'ai commencé à créer des concepts juifs andalous. Et je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai dû être probablement à cette époque-là, connaisseuse et connoisseuse. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais oui, voilà. Donc, et j'adore la Kabbale, donc depuis tout enfant. Donc, j'ai fait des recherches. Et puis, le corps, c'est quand même quelque chose de divin.
est liée à mon métier. Chaque partie du corps est quelque chose de merveilleux et je peux vous parler du corps humain comme quelque chose de hautement spirituel. Margaret, comment on transmet ça aux jeunes? On nous raconte aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus rien entendre, les jeunes c'est que de la vidéo et des téléphones. Comment vous arrivez à les attraper, à leur faire comprendre la profonde spiritualité qu'il y a même dans leur corps? Eh bien, c'est en leur montrant moi-même comment je fais moi-même. Donc, je dois être active et en démontrant, je prends tous les outils pédagogiques qui existent au monde et que je peux mettre au profit de mes élèves selon d'où elles viennent, justement. Elle est de famille religieuse. Et je fais un petit commentaire qui va dans ce sens-là pour qu'elles puissent le mettre en corps. Alors, on va lui poser la question, on va voir du côté de l'élève comment ça se passe. Elia, ce qui m'intéresse de savoir, c'est en tant que fille religieuse, comment tu reçois l'enseignement de Margaret et comment tu l'intègres un peu à ta vie de tous les jours. Bali לדעת כילדה דתייה, אני מבינה איזה בחורה שגדלה במשפחה דתייה, איך מקבלים את מה שמרגרט יש לה למסור לך ומכניסים את זה לאורח חיים שלך, לחיים של היום-יום. זה עוזר לך גם הריקוד בחיים של היום-יום, מה את רוצה לעשות מחר ואיך את רואה את הריקוד והביטוי של הגוף וזה במה שאת עושה, גם בחן שאת משדרת ואת משדרת הרבה. אגב, איך את עושה את זה? איך את מכניסה את הלימוד הזה בתוך החיים היומיומיים? Wow. In terms of where I see myself tomorrow, I'm still trying to figure that out because it is a complicated situation. As far as what I learned with Margaret, none of it is, it's all beautiful classical styles of dance. None of it's considered provocative or problematic. My family and all of my friends where I come, they're extremely accepting of what I do. There are many, luckily in Israel, many religious companies. I'm an apprentice with the religious company where we're dancing now. I've been performing with them for more than a year. So there are many things that as a religious dancer I can do, thankfully, in Israel. And Margaret is very accepting of the fact that I'm religious and in class, and she understands sometimes. I'll give an example. Once we were sewing skirts with Margaret, and I asked for mine to be a bit longer. And although most teachers get upset, Margaret was strict about it because she is very professional, and she said, listen, at other places they would not, I understand that you're religious and you do you, and so she's helping me have a very realistic approach that I'm religious and it's going to be difficult and I have to figure something out because they're not going to be nice to me out there, but she's doing it in a very nice way as opposed to other teachers who are very harsh. So I'm really thankful for that, Margaret. Hey Margaret, faites-nous un petit résumé. Oh là là. Donc, si je reprends ce qu'elle a dit, par exemple, lorsqu'on a commencé je leur ai demandé de venir avec une tenue précise pour faire du néoclassique et pour qu'elles avancent plus rapidement dans les concepts techniques. Et pour avancer dans les concepts techniques, il faut voir les jambes d'une certaine manière et il faut qu'elles se trouvent belles. Il faut vraiment qu'elles se sentent belles. Et à cet âge-là, c'est difficile de se trouver belle parce que le corps change énormément. Et donc, on est allé acheter ensemble le matériel, on a choisi les couleurs, elles ont choisi les couleurs, et puis on a commencé à coudre à la main. Donc, j'ai vu déjà qu'elles ne savaient pas coudre à la main. Donc, je suis en train d'essayer d'acheter une machine parce que c'est difficile. Et puis ensuite, j'ai dit, OK, mettez un élastique déjà là, laissez le reste comme ça, on va déjà avancer avec ce qu'on a là, parce qu'il faut absolument que vous vous voyez comme vous êtes jolie. Et le fait de se sentir jolie et belle, eh bien, moi, j'obtiens plus vite le succès dans les pas, dans les mouvements. Et donc, elle réalise tout à coup que c'est pas stupide ce que j'ai demandé. Et donc, pour Elia, elle m'a tout de suite demandé est-ce que je peux l'avoir un peu plus long pour cacher une partie du corps.
Et je lui ai dit que pour moi, ça n'avait pas de problème parce que je vois à travers, je scanne JRM, à travers tous les vêtements, les positions ambiguës, ou fausses, ou qui demandent à être rectifiées. C'est mon métier de le faire pour éviter les accidents, etc. Et je lui ai dit que pour moi, ça ne posait aucun problème. Mais pour d'autres personnes, que c'était vraiment à ne pas rentrer en matière parce que ça allait jouer contre sa carrière. Et que là, elle devait vraiment savoir ce qu'elle voulait faire, si elle veut rester ici en Israël, faire des enfants, avoir sa famille et rester ici, et si elle a un peu plus d'envergure et si elle a envie de quitter ce pays pour se rendre en Europe ou aux États-Unis, là, ils ne laisseront pas passer ce type de demande. D'accord. Margaret, je suppose que vous avez appris selon différentes écoles, mais que vous avez aussi monté vos propres méthodes pédagogiques, votre propre façon de voir aussi les choses, de voir la danse. Vous avez déjà parlé de pédagogie une fois. Sur quelle base vous avez monté votre façon d'enseigner aujourd'hui ? Je l'ai montée sur toutes les connaissances. J'ai appris donc l'école russe, Vaganova, Legat. J'ai appris l'école française Bournonville, où ce grand maître de ballet, chorégraphe et répétiteur, maître de ballet, ils enseignaient aussi leur propre méthode. Donc c'est une école française au Danemark. C'est une très belle école. Il est spécialisé dans les sauts. J'ai appris Cecchetti, l'école italienne. Et puis, j'ai surtout eu la chance de rencontrer Balanchine, qui est donc un Russe qui s'est installé à New York et qui a fondé le New York City Ballet. Et j'ai dansé durant 10 ans en tant que principale au Ballet du Nord, dans le nord de la France, à Lille, Roubaix, sous la direction de ce grand monsieur. Donc Alfonso Cata, qui était son disciple et qui a fait venir cette méthode du néoclassique en Europe. C'était lui seul qui pouvait le faire. Donc je suis en fait la deuxième génération après. D'accord. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour continuer avec vous, Margaret et Elia. À tout de suite. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Alors Elia, je vais le poser en français d'abord. On a vu tout à l'heure qu'elle est religieuse, mais elle a aussi beaucoup d'ambition. Elle a envie de danser, elle a envie de progresser, d'atteindre un haut niveau. Et Margaret nous disait tout à l'heure, oui, mais est-ce qu'elle va pouvoir le faire en restant en Israël ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle aille s'ouvrir à d'autres mondes ? Est-ce qu'elle peut le faire en étant religieuse ? C'est la question que je vais lui poser. Aïm Aouvda Shat Bachora Datia. ואני מניח שיש לך כבר תכנון, מה את רוצה לעשות בחיים, איך את רואה את החיים בעוד 5-10 שנים, האם זה לא קצת מתנגד עם החלומות בתחום הריקוד? Of course it does. It kind of contradicts. So I'm leaving that to God, and how it's going to unfold, I'm not sure. But the fact that I insist on training, I know that I want to dance. If I believe in myself, I hope my teachers believe in me as well. Just because it's not something that's very common and really exists doesn't mean I can't do it. I'm sure that I can do it. And many have tried, friends, family, teachers even, choose something else. I'm sure there are many things that you like. Even with the physiotherapist, obviously, do other things. No. I'm going to dance. I'm going to train. Yes, I'm religious. Yes, the teachers want to help me less because I'm religious. But I'm going to figure it out. I'm determined, and I'm sure that I can do something about it. OK. Allez, quelques mots. Il y a beaucoup. Alors, elle dit en résumé qu'elle pense qu'elle est moins corrigée que les autres, ce qui n'est forcément pas le cas, mais on ne sait pas forcément comment l'apprendre et comment se positionner face à elle. Le « on », je mets dans le « on » pas forcément moi, parce que je sais très bien comment je dois fonctionner avec elle, mais le « on » peut être d'autres collègues qui se sentent probablement gênés par cet aspect religieux, ou de religiosité, ou de tendance religieuse. D'accord ? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, elle dit que même son physiothérapeute lui a déconseillé de danser. Mais elle a vraiment envie de danser envers et contre tout. Et personne ne lui dira de faire autre chose pour l'instant.
D'accord, on va revenir à vous, Margaret, mais vous avez amené une élève très intéressante ici. Dans la danse, on voit souvent, dans tous les arts, mais dans la danse, peut-être encore plus particulièrement, une espèce de pont entre les peuples, un pont qui peut, en Israël, faire penser à tout le monde, un peu un grand pont, le pont de la paix entre les peuples qui sont en conflit presque éternel depuis tellement longtemps sur cette terre, et encore plus depuis la création de l'État d'Israël, etc. Est-ce que vous avez pensé, et vous y avez probablement pensé, parce que chaque artiste, il a une idée, vous allez devoir enseigner aussi probablement à des petits arabes ici, à des petits chrétiens, c'est des choses que vous faites, vous avez toujours fait, des gens d'un peu tous les peuples. Comment on peut essayer de proposer, je vais aller un peu loin, en exagérant un peu, mais un plan de paix qui passerait non pas seulement par des accords entre politiciens, qui passerait par les gens, par l'humain simplement, et par des choses qu'on ferait en commun d'abord? Par la danse, par le corps, par l'expression artistique. Et si le gouvernement arrivait à comprendre que c'est à travers l'art qu'ils sont en train de fonder une nouvelle Israël, une nouvelle terre, parce que c'est déjà le corps, c'est une terre. C'est la terre de notre esprit, de notre âme, déjà notre corps. Dans la tradition biblique, on est pris de la terre. Donc, directement, on est complètement dans le sujet. On est dans le sujet. Et puis, il faut aussi savoir que la danse, il y a la danse de divertissement, il y a la danse folklorique, il y a la danse ethnique, il y a les danses religieuses. Ça a toujours existé. Quand on pleurait nos morts, il y a eu le cancan, il y a eu tout ça. La danse accompagne un peu tous les moments de la vie, comme ça? Oui, parce que la danse fait partie de l'humain sur le lieu où il vit. Ça veut dire, s'il vit dans les montagnes, il va danser comme un montagnard, avec des brebis, avec un bâton pour se défendre, par exemple. S'il vit près de la mer ou de l'eau, d'un point d'eau, il va s'exprimer autrement. Et puis, il y a aussi dans la danse le costume, le port du costume qui indique les castes et les tendances religieuses, par simplement un bijou. Margaret, vous nous faites un peu rêver, là. Vous ouvrez des mondes devant nous. On voit un berger en train de danser avec son bâton. On voit chez les Brésiliens la capoeira, qui est aujourd'hui très à la mode, avec à la fois une danse, un sport de combat, comme ça, une danse guerrière. Vous nous faites rêver, là. Vous nous faites voyager un peu. Oui, puis le tango aussi. Vous avez entendu le tango tout à l'heure. On était en Argentine, tout à coup, gratuitement. C'est génial, non? C'est génial. On va passer à Elia. Elia, à quoi tu penses quand tu danses? על מה את חושבת כשאת רוקדת? יש מחשבות, זה רק מחשבות טכניות. אני צריכה לעשות ככה וככה, או היית יכולה אפילו לסגור את העיניים וממש ללכת לעולם אחר, לנסוע? Well, obviously sometimes I think, oh gosh, I hope Margaret didn't see that. No, I'm kidding. But yeah, most of the time at the school that we're at, we're encouraged to really let out our emotion when we're dancing. So sometimes you bring, the emotional baggage that you have, and you really let it out when you're dancing. You're either feeling sad and you dance from a place of being sad, or if you're frustrated, you dance from a place of being angry. But yes, we are emotional when we're dancing. Dada, j'avais posé la question, à quoi tu penses quand tu danses? Est-ce que tu penses qu'au côté technique, Margaret, elle me regarde, il faut que je mette bien les pieds, ou bien tu te laisses emporter dans d'autres mondes? Ça dépend du sujet du mouvement. Ça dépend vraiment du sujet du mouvement. Oui. Tout à l'heure, je disais comment on enseigne de façon pédagogique un peu. Comment on arrive à parler en même temps technique et en même temps laisser les jeunes, les enfants rêver un peu en dansant et se laisser aller à leurs instincts presque naturels, comme un peu le berger qui danserait avec son bâton et ses moutons. Comment on peut garder le naturel tout en ayant un côté technique bien développé et en ayant bien le regard sur attention que je ne fasse pas une erreur technique bête qui ferait descendre un peu le niveau? Alors ça dépend justement du cursus, du syllabus et du cursus du danseur. Donc c'est pour ça que le danseur commence très très tôt, justement parce qu'avant 10 ans,
il a cette capacité de faire partie du monde. Il n'a pas encore de peau vraiment comme un mur. Il fait partie, sa peau a une extension hors norme et il est en train de nager dans l'espace, dans l'atmosphère, ici, dans un studio. Et il a confiance, il donne tout. Il est dans un A, dans le Aleph, où il accueille tout. Il est dans l'émerveillement. Et un enfant est toujours dans cet état-là jusqu'à peu près 10 ans. Et à 10 ans, il y a sa mâchoire qui commence, ses dents qui commencent à pousser. Il y a une structure qui commence à venir prendre le dessus, le mental qui commence à résonner. Et on lui demande de faire ça et d'apprendre à apprendre. Okay. Et donc ça change énormément le ressenti, son propre vécu. Et ensuite, quand j'ai mes étudiants qui ont l'âge de Elia, il faut réunir ces deux choses-là. Et il faut savoir comment les utiliser, à quel moment les utiliser, pour de nouveau en extraire le meilleur, pour avoir la meilleure technique ou la meilleure expression corporelle, et que l'auditeur, l'audience, le regardant ou la regardante puisse tout de suite comprendre sans mots de quoi il est question. D'accord, merci beaucoup, c'est très intéressant. Elia, tu vas demain sûrement faire des études, fonder une famille, etc. Quelle va être la part de la danse dans ta vie de tous les jours? מחר תעזדי איזה משפחה ואת רוצה ללמוד משהו, את התחלת אולי ללמוד כבר משהו, איך את רואה את הריקוד בחיים שלך בעוד 3-5 שנים, איך זה מתחבר אפילו בחיי היום-יום? יש מוזיקה ברחוב, בא לך? כן, בוודאי. Yes, I'm embarrassing whoever I'm with all the time, because if there's the slightest bit of music or if someone's phone starts ringing and it's tango, I am dancing around. I can't help it. But yes, it's also, now I'm in a pre-professional training program that's not considered college, but I can always go get a degree in dance as well. And that's something that, it's an option that I'm weighing. Ok. Dès qu'elle entend de la musique, elle aime bouger et elle se laisse entraîner par l'atmosphère de ce qu'elle entend. Et puis, elle est en train d'étudier la danse et d'espérer pouvoir avoir une certification dans ce domaine-là. Mais ça serait bien qu'elle soit reconnue par l'État d'Israël et pas seulement par un organisme qui n'est pas forcément reconnu par un État. Ok. Comment ça marche en Israël? Quelles sont les différences avec les autres pays dans lesquels vous avez exercé ou travaillé? Il y a des choses encore... où est-ce qu'on peut progresser encore et avancer? En termes de certification. En termes de certification, en termes d'aide de l'État, peut-être aux danseurs, en termes ça c'est un gros problème. Encore même en Europe, parce que la danse n'est pas considérée comme un travail, c'est considéré comme un hobby. Et qu'est-ce qu'on y met dans le mot travail? C'est un concept. Donc, c'est comme je vous dis, un stylo, c'est un stylo. On sait qu'on écrit avec, mais on s'amuse avec un stylo. On ne pense pas qu'un stylo, on peut travailler avec un stylo. C'est un peu ça, la danse. C'est un peu romanichel, c'est un peu saltimbanque. C'est pas considéré comme un travail. Alors qu'il faut faire normalement des études médicales, des études de musique. Il faut tout connaître. Des études sur l'histoire du costume, l'histoire en général des cultures. Il faut apprendre toutes les danses hongroises, basques, italiennes, folkloriques, israéliennes aussi, pour comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on peut ensuite prendre comme vocabulaire pour exprimer le mieux le titre d'un morceau qu'on a décidé de chorégraphier, par exemple. Margaret, je vais vous faire un compliment, mais ça n'a rien à voir avec notre émission. J'ai l'impression de parler à une jeune fille. Moi, je travaille avec des adolescents. Est-ce que la danse permet de rester jeune éternellement? Oui. C'est le secret, c'est la source de jouvence? Oui, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'il y a dans la tête, c'est ce qu'on se dit au fond de soi-même. Si justement on est relié à quelque chose, ça n'a rien à voir avec une croyance.
Mais si on se sent lié, si on sait que notre corps, c'est un emprunt pour que l'âme puisse s'exprimer, eh bien, on fait attention à cet outil, à cette voiture que nos parents nous ont permis d'avoir dans les meilleures conditions possibles. Et on essaie de le maintenir le plus propre possible, je dirais, pas dans le sens religieux du judaïsme, mais propre au niveau simplement aussi de penser sainement dans sa tête. Je vous remercie. Notre émission touche à sa fin. Je vais dire au revoir à Elia Gemken, Nartou Khayvi, mais elle est pareille, l'équipe de Veritas Shaot. Mais on doit se quitter maintenant. Toda Rabba. Thank you very much. Shabbat. Merci beaucoup. Je rappelle le numéro de la boîte vocale pour les gens qui nous écoutent, le 050 430 80 20. Téléchargez l'application Studio Qualita sur l'App Store et sur Google Play. www.studioqualita.com pour nous joindre. Et merci, c'était vraiment, vraiment très, très passionnant. Margaret, je pense qu'on aura l'occasion de vous réinviter, de vous faire venir ici, de parler encore de danse, parce que c'est vraiment un sujet que vous maîtrisez tellement bien. C'est un plaisir de vous écouter. Elia Batzlacha, comme chez Tassi Bachaim. Thank you very much. Bémet et Bélitrot. Bye. Au revoir, bye bye. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.